Bonjour Alexandre Jublin, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, producteur du podcast Collimateur, un podcast d'analyse militaire et stratégique, un podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous y aidez notamment à y voir plus clair sur les stratégies militaires de manière générale, mais là en ce moment évidemment on pense à la stratégie militaire de Vladimir Poutine. Justement, les forces russes continuent d'avancer toujours plus sur les terres ukrainiennes malgré la résistance des Ukrainiens. Vous avez osé ce titre dans un des derniers podcasts que vous avez publié. Vous vous demandez si Poutine n'a pas déjà perdu la guerre. En quoi il l'aurait perdu? C'est une question. Enfin, en fait, pour savoir s'il a perdu la guerre ou s'il l'a gagnée, il faudrait déjà savoir quels étaient ses objectifs. Et donc ça, personne ne le sait réellement. C'est un titre qui a été repris d'un article de Jean-Baptiste Janssen-Villemer, qui est un article qui a beaucoup tourné et que j'ai essayé d'examiner un peu. Mais autour du fait que, quoi qu'il arrive, le coût de la guerre en Ukraine va être énorme. C'est clair pour la Russie. Enfin bon, on ne sait pas exactement comment ça va tourner, à quelle vitesse. Quoi qu'il arrive, ça prend beaucoup plus de temps qu'ils pensaient, ça s'est pas fait comme ils le pensaient. Ils pensaient probablement réussir à décapiter complètement l'État ukrainien. Clairement, ça a planté. Maintenant, ils sont sur un truc beaucoup plus méthodique, beaucoup plus progressif, où ils pilonnent les villes. C'est vraiment pas le même type de guerre qui s'est engagé depuis quelques jours. Donc, il faut voir combien de temps ça va prendre, il faut voir combien de temps ils vont pouvoir supporter ce type d'effort, et puis il faut voir ce que ça va leur coûter sur le moment, mais aussi à terme, parce que quand bien même la disproportion des forces est telle qu'on pense s'ils continuent, ils vont arriver à conquérir le territoire ukrainien, mais ensuite il faut l'occuper, il faut l'administrer, etc. Et gérer un pays, occuper un pays qui veut pas de vous, c'est coûteux, c'est fatigant, c'est épuisant à tous les niveaux, matériel, humain, financier. Enfin, les États-Unis ont testé pour vous, ça c'est pas top. Certains diraient que la France a un peu testé aussi ces derniers temps au Sahel, c'est pas top non plus. Donc voilà, c'est. Mais justement, est-ce que le fait que l'arsenal militaire russe est quand même colossal, c'est une des plus grandes puissances militaires au monde, si Poutine avait décidé, avait vraiment voulu euh, conquérir l'Ukraine, et elle serait déjà entre ses mains, c'est ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas c'est une hypothèse qu'on pourrait se dire, il n'y a pas une stratégie de sa part, est-ce que vraiment il pensait ne pas réussir en mettant autant de temps, ou est-ce que véritablement c'est ça qui se joue en ce moment, c'est qu'en fait il est surpris lui-même de la résistance ukrainienne finalement? Alors il est surpris de la résistance ukrainienne. Il y a un truc entre la Russie et l'Ukraine, c'est que les Russes, et Vladimir Poutine en particulier, pensent très bien connaître l'Ukraine. Je recommande à tout le monde, cet été, il avait publié sur le site du Kremlin une espèce de mauvaise dissertation Une très longue tribune. Même. Ouais, des trucs de plusieurs dizaines de pages où il remontait à la Horde d'Or, etc. Enfin, vraiment au Moyen-Âge, et pour expliquer que c'était qu'un peuple, mais qu'il les respectait un peu, mais pas vraiment. Vraiment, c'était génial. Enfin, vraiment, c'est très marrant à lire. Bref, ils pensaient probablement qu'il n'y aurait pas beaucoup de résistance, probablement qu'ils sont. Enfin, surtout depuis 2014. Les Russes pensent très bien connaître l'Ukraine. Depuis 2014, c'est un pays qui a un peu changé quand même, qui s'est aussi un peu construit avec cette occupation de l'Est de l'Ukraine, qui s'est un peu construit en opposition à la puissance occupante, donc à savoir la Russie. Enfin, les séparatistes soutenus par la Russie, si vous voulez. Donc ils pensaient probablement pas que ça allait résister autant. Le deuxième truc, c'est il a probablement sous-estimé les problèmes de sa propre armée. Ça, c'est un vrai truc, c'est l'armée russe. Elle ne marchait pas déjà particulièrement bien à la fin de l'URSS. Ensuite, elle a connu une grande période de décombre, de désagrégation, enfin d'anarchie, etc. Elle s'est reconstruite par des réformes dans les années 2000. C'est toujours une armée qui est extrêmement corrompue. Donc on peut supposer, enfin, je veux dire, toutes les unités sont corrompues. Enfin, il y a beaucoup des investissements qui sont passés très indirectement en yacht sur la côte pour des oligarques. Donc, et ça évidemment, c'est pas forcément les informations qui remontent jusqu'au Kremlin. Donc probablement que les Russes et que Poutine et que l'état-major a été surpris, disons, des déficiences, notamment en termes logistiques. Enfin, je sais pas à quel point vous voulez entrer dans le détail, mais il y a je veux dire, ils sont vraiment en galère en termes de camions, de transport de troupes, de transport de carburant, etc. Il y a des vrais gros problèmes et en même temps, on ne sait jamais. C'est ça le truc, c'est le seul moyen de savoir ce qu'on voit à la guerre, c'est de faire la guerre. Donc, mais de l'extérieur, on se disait que la Russie était probablement capable de grandes opérations, d'une grande opération conventionnelle. Ce qu'on voit, c'est que c'est une armée qui s'effondre un peu sous son propre poids, parce que c'est très bien d'avoir des armes hyper sophistiquées, etc. C'est con, mais si vous n'êtes pas capable de réparer une route, en fait, votre colonne, elle est bloquée. Là, il y a une colonne d'une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev qui est bloquée parce qu'ils sont en panne sèche et qu'ils ne peuvent pas quitter la route et que la route est bloquée. Bref, il y a l'armée et la guerre, c'est plein de trucs très flashy. Puis c'est aussi une immense logistique derrière,
Traditionnellement, les Russes étaient plutôt bons à ça, on pensait, ce qu'on appelle l'art opératif de la guerre russe. Bref, peu importe. Ce qu'on voit, c'est que des décennies d'anarchie et de désordre et de corruption ont fait que le révélateur de la guerre a montré que c'était pas particulièrement brillant. Comment on lit dans le Poutine? On a entendu hier, après une discussion avec notamment Emmanuel Macron, on reviendra sur la diplomatie française, mais il dit en gros la sortie de la guerre passera par la négociation sans compromis. Sans compromis, ça veut dire en ayant atteint tous ses objectifs, ou alors il faudra mener la guerre. En gros, il demande au monde occidental de fermer les yeux sur l'annexion de l'entièreté de l'Ukraine. Non, mais ça veut juste dire qu'il veut pas négocier. Enfin, je veux dire, c'est le truc avec les négociations, la diplomatie. C'est bien de continuer à parler, notamment parce que ça évite qu'on se comprenne pas, qu'il y ait des escalades, etc. Mais fondamentalement, s'il n'y a pas de levier de négociation, s'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas de contrepoids militaire, je veux dire, il gagne quoi, Poutine, en ce moment, à négocier? Rien. Son armée est en train de gagner, elle prend plus de temps que prévu, mais ils continuent à avancer. Il n'y a rien, enfin, si ce n'est, bon, métaphysique pythoniste, ça rappelle un peu le truc, ce qu'on dit parfois avec le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire, il faut négocier, il faut parler. Ok, super, c'est super de parler, mais de quoi on parle? S'il n'y a pas d'équilibre des forces, si tout le monde n'a pas quelque chose à gagner à une sortie de crise, à des concessions mutuelles, il n'y a rien à dire. Enfin, et c'est ce que Poutine est en train de montrer. Et il le montre d'autant plus aujourd'hui, puisque il dit OK pour les couloirs humanitaires qui ont été demandés par des ONG notamment, mais si on redirige les Ukrainiens vers la Russie ou la Biélorussie, alors évidemment les Ukrainiens ils refusent le compromis proposé par Vladimir Poutine. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déterminé à rentrer en guerre, à rentrer dans une guerre longue. Ça veut dire qu'il pense probablement qu'il y est prêt, mais en tout cas, ça veut dire qu'il pense qu'il peut encore gagner des avantages par la guerre avant d'arriver à un cessez-le-feu ou de la négociation. Bon, on n'est pas obligé de faire du close-vite, etc. Mais globalement, la guerre, ça sert à quoi? Ça sert à gagner quelque chose politiquement. Voilà, c'est juste ça. S'il pense qu'il peut toujours gagner plus par la guerre que par la diplomatie, il va continuer à faire la guerre. Et il continue, parce qu'il a un... Et bon, on insiste beaucoup, et voilà, c'est à la fois divertissant et ça réchauffe un peu le cœur de voir les Russes plantés au nord dans la boue, etc. Au sud, ils avancent bien, hein. Et plus ils avancent, plus ils ont des leviers et des pions de négociation pour le jour où ils sont vraiment intéressés à une négociation. Mettons que l'opinion publique en Russie change. Ça paraît pas évident, on n'en sait rien en fait. Ou mettons que la logistique soit tellement catastrophique dans l'armée russe, là ils sont déjà en train d'envoyer des camions civils sur le front, enfin bon, mettons que ça s'empire encore. Bon, là, peut-être qu'il y a un moment où Poutine dira, il faut faire où ils auront un intérêt militaire à un cessez-le-feu. Mais ce jour-là, plus ils ont gagné de terrain avant, plus ils seront en position de force pour la négociation qui suit. Donc là, il faut du point de vue poutinien, mais il cherche, tant qu'il peut prendre des choses, il les prend. Dans les analyses que vous faites, vous intégrez la dimension personnelle, la personnalité de Vladimir Poutine. Hier, dans le JDD, il y avait une tribune sur est-ce que Poutine est fou et donc à travers la dimension psychologique. Est-ce que ça fait partie des analyses que vous faites ou est-ce qu'on c'est totalement hors sujet, c'est-à-dire le côté un peu revanchard qu'on évoque de Vladimir Poutine, l'envie d'en découdre avec le monde occidental? Je sais pas, je l'ai jamais rencontré personnellement, donc je vais pas me trouver. Apparemment, même ceux qui l'ont rencontré n'ont pas forcément des idées très précises sur la question. Non, mais quand on dit c'est le plus grand géostratège peut-être du monde d'aujourd'hui, ouais, je sais pas. Enfin, non, enfin oui, on verra. C'est le genre de truc qu'on juge généralement a posteriori. Hein. Enfin, c'est comme une bataille. C'est le général le plus génial. C'est toujours celui qui a gagné la bataille. Quand bien même ça n'a pas grand-chose à voir avec son génie éventuel. Souvent on joue les résultats sur ce truc-là. Fondamentalement, on peut, mais ça fait 15 ans qu'on fait ça, on n'avance à rien. Ça fait 15 ans que tous les pays occidentaux essayent de savoir ce qui se passe dans la tête de Poutine. Encore il y a 15 jours, tout le monde pensait que l'invasion de l'Ukraine c'était un truc tellement absurde, tellement coûteux, etc., qu'il ne le ferait jamais parce que c'est quelqu'un de rationnel, etc. Bon, on voit que à chaque fois qu'on joue à ça, on se plante, donc autant peut-être arrêter. Vendredi, on recevait dans cette même émission l'ancien porte-parole de Mikhail Gorbatchev, et qui nous disait notamment sur la menace nucléaire de Poutine qu'il s'agissait d'un avertissement envers les Occidentaux et pas d'un bluff, comme l'a suggéré en fin de semaine dernière François Hollande. La menace est réelle sur le nucléaire? C'est-à-dire? Est-ce que la menace que fait peser Poutine sur peut-être des attaques de centrales nucléaires ou peut-être même l'arme atomique, est-ce qu'on peut rentrer dans un conflit nucléaire? Bah, on peut rentrer toujours dans un conflit nucléaire. C'est le principe d'avoir des armes nucléaires, c'est qu'on peut les utiliser un jour. Cela étant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a jamais été aussi proche aujourd'hui d'un conflit nucléaire, ou est-ce que c'est un, ou est-ce que, qui a raison dans le débat? C'est du bluff comme le dit François Hollande, ou est-ce que clairement la menace est là aujourd'hui?
Cuba 62, c'était plus chaud, je pense. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il utiliserait l'arme nucléaire? Je veux dire, si, bon, on en parlera peut-être, mais mettons que l'OTAN entre dans la danse, qu'il y ait un conflit de haute intensité entre l'OTAN, les Américains et les Russes, etc., que ça escalade. Peut-être qu'un jour, l'arme nucléaire arrive sur la table. Bon, c'est à ça que ça sert, c'est à une escalade. Aujourd'hui, ça sert à quoi d'utiliser l'arme nucléaire quand on est déjà le plus fort sur le terrain? Les Russes avancent, les Russes gagnent du terrain. Mais on voit bien, par exemple, aujourd'hui, le débat qu'il y a sur le territoire aérien et sur la zone d'exclusion aérienne en Ukraine. C'est une demande des Ukrainiens que le contrôle des frontières ukrainiennes soit assuré par les Occidentaux. Et ça, Poutine l'a dit que si ça devait avoir lieu, le conflit se montrait en intensité. C'est-à-dire que là, clairement, l'OTAN déclarerait la guerre à la Russie. Bah ouais, mais là, il a pas tort, c'est vrai. La zone d'interdiction aérienne, souvent on comprend mal ce que c'est ce truc-là. On se dit c'est un truc défensif, c'est un truc de neutralité. Pas du tout. Faire une zone d'interdiction aérienne, concrètement, ça veut dire qu'il y a des avions de chasse de l'OTAN qui vont dégommer des avions de chasse de la Russie et les défenses antiaériennes russes, y compris en territoire russe. Si vous voulez faire une zone d'interdiction aérienne, ce qu'il faut, c'est dégommer tout ce qui peut taper un avion. Enfin, tous les avions et tout ce qui peut taper un avion. Donc ça veut dire que vous attaquez concrètement le territoire de la Russie. Et pourquoi Zelensky demande ça? Il demande ça parce qu'évidemment qu'il le demande. Je veux dire, le type est dans un bunker à essayer d'échapper à des tentatives d'assassinat. Et par ailleurs, c'est à peu près le mec le plus populaire de la Terre aujourd'hui. Donc évidemment, il n'a pas grand-chose à perdre à demander ce genre de truc. Mais heureusement qu'on n'y pense pas sérieusement, parce que si on regarde concrètement ce que c'est, ça veut dire réellement. Je veux dire, c'est pas la récré, quoi. C'est pas on dit pousse et les avions arrêtent de décoller. Si on fait une zone d'interdiction aérienne, on va attaquer et dégommer des avions et des systèmes de défense antiaérienne russes, y compris sur le territoire russe. Franchement, on n'a pas très envie de vivre dans un monde où c'est ça ce qui se passe. On a quand même le sentiment qu'on joue parfois. L'utilisation du terme jouer n'était pas très heureuse, mais comme vous avez utilisé le terme de pouce, on pourrait y revenir. Mais le président du Conseil européen, Charles Michel, hier disait qu'il assurait encore une fois que l'Union européenne n'était pas en guerre contre la Russie. Et pourquoi je dis on joue sur les mots? Parce qu'on voit bien que l'Union européenne, de manière inédite, va envoyer des armes et peut-être même des avions aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens se défendent. Mais on a du mal à croire que tout ça, ce n'est que de la défense. À quel moment on peut considérer qu'on n'est pas en guerre contre la Russie à partir du moment où on donne des armes aux Ukrainiens pour se défendre contre la Russie? Se défendre contre la Russie, c'est déjà prendre parti pour les Ukrainiens et donc pour partie mener la guerre. Il y a quelque chose d'assez incompréhensible pour les gens qui ne connaissent absolument rien dans les stratégies militaires, mais on a quand même le sentiment qu'on joue sur les mots là pour la peine. Ouais, c'est quand même pas exact. Bon, le truc sur défensif, arme défensive, enfin bon, ça existe pas une arme défensive. Enfin, une arme, ça sert à blesser les gens, donc bon. Mais simplement, c'est quand même pas exactement la même chose de filer un missile anti-char à un Ukrainien qui en a plus sous la main et d'envoyer un militaire français ou polonais, etc., aller cogner sur un Russe. Symboliquement, c'est différent, etc. Et si un ressortissant français meurt de la main, ou au pire, américain, meurt par une attaque russe, là, on est dans une autre configuration. Concrètement, là, on leur file juste du matos, ça fait des années qu'on le fait, hein. En demeurant, les Américains ont fait des transferts massifs. C'est du matos relativement bas de gamme, enfin, bas de gamme, marche très bien, hein, c'est hyper technologique. Mais des avions, faut voir, je suis un brin sceptique. Comme des camarades m'ont dit, un avion de chasse, c'est pas une Clio, enfin, il suffit pas de passer les clés pour pouvoir s'en servir. Pareil pour un char. Bon, le matériel très haut de gamme, d'abord il est très signé, enfin, on sait d'où il vient, etc. Mais c'est assez difficile à réemployer, surtout pour des forces ukrainiennes qui sont sur le reculoir quand même. Mais ensuite, recharger leurs munitions, s'assurer que les Ukrainiens tombent pas à sec, ça paraît, à partir du moment où on a déclaré que la Russie était l'agresseur d'une guerre d'agression, ça paraît assez cohérent. Demeurant, les Russes eux-mêmes ne disent pas qu'ils sont en guerre, donc soutenir les Ukrainiens ne semblerait pas particulièrement un acte de guerre. Ça veut dire quand même, compte tenu de la stratégie de l'Union européenne, mais plus généralement de l'OTAN, que les pays occidentaux ont accepté l'idée que Vladimir Poutine pouvait faire ce qu'il voulait en Ukraine? Ça fait des années qu'on a accepté. Enfin, je veux dire, ça fait... C'est pour ça... ça fait donc des il y a une années forme d'hypocrisie à dire on soutient le peuple ukrainien, on fait des manifestations, on envoie des armes. Non, Au final, on se dit, bon, bah, de toute façon, comme on n'interviendra jamais, sinon il y a une troisième guerre mondiale ou une guerre nucléaire qui s'imposerait, on laisse les Ukrainiens à leur propre sort.
Ouais, mais en même temps, c'est aussi leur droit, hein. Enfin, c'est pas. Bon, il y a un truc, c'est faut pas non plus trop aller dans la rhétorique belliciste et il faut absolument que les Ukrainiens se battent. Alors, se battre jusqu'au dernier Ukrainien, c'est pas particulièrement un truc bien. Mais cela étant, bon, si on considère que les Ukrainiens sont un pays souverain et qu'on les force pas à se battre, on peut les soutenir sans que ce soit un gros problème théorique, il me semble. Enfin, voilà, c'est pas. Ou alors on donne complètement dans les éléments de langage poutinien de dire que c'est l'Europe qui pousse l'Ukraine contre la Russie, enfin les États-Unis. Mm. En vrai, on ne pense pas que ce soit le cas. On voit à peu près ce qui se passe sur le terrain. On n'a pas l'impression que les Ukrainiens soient contraints et forcés de défendre leur territoire. Et voilà, c'est la différence entre ce qu'il y avait probablement dans la tête des Russes et ce qui s'est passé. C'est qu'ils sont tombés sur un territoire où, en fait, les gens ne les accueillaient pas particulièrement libérateurs. Donc, voilà, il y a une résistance. Ça peut être le rôle occidental, otanien, de soutenir cette résistance en gardant à l'idée, enfin, là où je dis ça fait des années qu'on le dit, c'est que sinon on aurait fait entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Mm. Voilà, si on fait entrer l'Ukraine dans l'OTAN, ça c'est un truc, et là on se dit qu'on défendra tout le territoire ukrainien. À partir du moment où on ne la fait pas entrer dans l'OTAN, ni dans l'UE au demeurant, et où on fournit, enfin on assure, et Joe Biden l'a dit très clairement, que personne n'ira se battre en Ukraine contre des Russes, ben voilà, c'est clair, on le sait, et on le savait, et les Ukrainiens le savaient, hein. C'est pas la grande surprise du dernier moment, c'est clair depuis 8 ans. En diplomatie, les champs d'intervention sont limités. Il y a la négociation, elle nécessite d'avoir un mandat. Il y a la médiation, elle nécessite pour la peine d'avoir un rôle neutre, de la même manière que la mission d'information nécessite d'avoir un rôle neutre. L'intervention en bilatéral permanente d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine ne s'inscrit dans aucun de ces trois champs-là. De quoi la diplomatie macronienne est-elle le nom aujourd'hui? Euh, alors Macron a un truc un peu bizarre avec Poutine, c'est que depuis le début, il s'est attaché à être celui qui remet un peu du lien, qui recrée un lien. Enfin, c'était au sommet de Biarritz, hein, du G7. Bon, il avait fait venir Poutine avant. Enfin bon, Poutine ne pouvait pas être dans le G7, mais il avait essayé de renouer des liens. Donc Macron se pense clairement depuis un moment comme une sorte de passerelle, de médiateur, ce qui est très valorisant pour lui, pour éventuellement la diplomatie française, l'idée que ce serait une espèce de puissance qui pourrait faire communiquer les deux blocs. Après, dans le fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il le dit lui-même, Macron, et Poutine aussi le disent. On parle, c'est cool, mais ils disent rien. Voilà. Ouais, c'est très étonnant quand même, parce qu'à chaque fois qu'il y a un échange téléphonique, Emmanuel Macron se fait le porte-voix de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si c'est inédit, mais je ne me Ouais, souviens bien. pas avoir entendu des réunions entre deux chefs d'État, y compris notamment en période de guerre, où le président français se retrouve à faire le porte-parole. Ah, ben voilà ce que pense Vladimir Poutine à l'instant T. C'est étonnant. Ouais, c'est bizarre. En même temps, ça le pose. Bon, mais alors après, il a aussi un autre rôle, c'est la présidence du Conseil européen. Mm. Donc, mais en tout cas, c'est très valorisant pour lui, éventuellement en période électorale aussi, de se placer comme cette espèce de médiateur d'entre deux. Bon, peut-être que ça se débloquera un truc un jour. C'est-à-dire que peut-être que le jour où Vladimir Poutine sera prêt à discuter, ou pour une raison ou une autre, ça fait que la porte ouverte, le canal ouvert, permettra des négociations plus faciles. Peut-être aussi que c'est un moyen de faire passer des messages plus ou moins subtils, plus ou moins discrets. C'est bien de parler. On peut le dire d'une manière très Y générale. compris avec Poutine, dont on imagine peu la crédibilité du propos à l'instant T, tel qu'il a pu le faire en jouant avec Emmanuel Macron. Ouais, mais c'est bien de garder des lignes de communication ouvertes. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de se rouler en boule et de dire que l'autre est méchant et que de toute façon, faut pas le croire. On peut ne pas le croire, mais c'est bien de garder une ligne de communication ouverte. C'est vrai entre chefs d'État, soit dit en passant, c'est aussi extrêmement important entre militaires. Et on pense, le chef d'état-major des armées françaises a parlé avec le chef d'état-major des armées russes. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet d'éviter les escalades dangereuse. Mm. Okay. Quand on continue à parler, on s'assure que les intentions de l'autre sont claires, on se met pas à projeter des trucs catastrophiques sur le moindre geste de l'autre. C'est très important de parler. Après, le jour où il y aura quelque chose à dire, ils en diront quelque chose. Et ça a du sens de parler en bilatéral. On a vu le président français, qui est aussi effectivement le président de l'Union européenne en ce moment, mais le président, enfin le chancelier allemand, parle en direct avec Poutine. Hier, pas Netanyahou, enfin si d'ailleurs, je ne sais plus si c'était Netanyahou, enfin le chef du gouvernement israélien, oui, qui a parlé en direct avec Vladimir Poutine. Ça a du sens de parler en tête-à-tête et non pas justement de manière multilatérale à plusieurs en allant discuter avec Vladimir Poutine.
Bah, là, ce serait un peu compliqué de mettre Vladimir Poutine autour d'une table avec d'autres gens. De toute façon, pour l'instant, le bilatéral, c'est le mode de communication minimal, hein. Hmm. C'est des gens qui soit l'appellent, soit vont à Moscou pour Naftali Bennett. Bon, c'est le truc le plus facile à faire. Le jour où il y aura une négociation, bah, c'était les trucs depuis 2014. C'est les formats Minsk, le format Normandie, Hmm. etc. C'est voilà, des processus de négociation. Plus vous faites des trucs à plusieurs, plus c'est compliqué, hein. Dans un moment où la seule urgence, c'est de maintenir une sorte de canal de communication à peu près stable, pourquoi pas, hein. C'est quoi le bilan qu'on peut tirer justement de la diplomatie française de ces 5 dernières années entre les discussions avec les États-Unis sur le nucléaire iranien, les échecs des discussions avec la Turquie, l'échec au Mali, l'échec au Liban? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Beaucoup de gesticulations pour peu de succès? Ou c'est un peu trop aller vite en besogne? Ouais, si vous voulez, mais c'est pas Il y a un facile, style, hein. il y a un style d'une diplomatie nouvelle, notamment, je sais pas, je pense à ça parce que on voit bien qu'aujourd'hui les relations internationales ont beaucoup évolué. On est dans un monde de plus en plus interdépendant, des grandes puissances, des nouveaux États ont émergé, le Pakistan, l'Iran, la Chine. Est-ce que tout ça a bien été intégré justement par la diplomatie de nos pays occidentaux? Ouais, je pense que ça a été. Enfin, bon, au Quai d'Orsay, il y a beaucoup de monde, ils réfléchissent beaucoup, hein, ils sont pas. Voilà. Mais oui, oui, oui. Cela dit, c'est vrai aujourd'hui comme hier, on fait pas ce qu'on veut dans le monde. Enfin, voilà. Et puis, par contre, peut-être qu'on est en train de réfléchir un peu plus à ce qu'on fait, au paradoxe des interventions extérieures. Probablement que, je ne vais pas me prononcer sur les grandes orientations de la diplomatie parce que c'est pas mon truc, mais par exemple, là, le Sahel, clairement, il paraît assez net. La coalescence entre l'échec, en déploiement si vous voulez, mais l'échec de Barkhane et ce qui se passe en Ukraine, fait qu'on va peut-être rebasculer un peu, changer un peu de modèle d'armée, changer un peu de modèle de puissance, essayer de regarder peut-être un peu moins loin et résoudre résoudre des problèmes du monde. Et peut-être qu'on va essayer de se recentrer un peu plus sur les forces propres. Et parce que là, il y a le loup aux portes de l'Europe, enfin, en quelque sorte. Donc peut-être que c'est le moment de rebasculer un peu la focale sur ce qui se passe un peu plus proche. C'est la bonne leçon à retenir en ce moment justement de ce qui se joue en Ukraine, l'augmentation des budgets militaires, l'augmentation des budgets de la défense en France, en Allemagne, comme c'est le cas de manière assez inédite aussi en Allemagne, mais plus largement en créant une Europe de la défense. C'est la bonne réponse? C'est une réponse. Mais enfin, le truc, c'est que c'est très bien de ne pas avoir d'armée, de ne pas gaspiller de l'argent dans des dépenses militaires, et d'investir dans l'éducation, la santé, etc. Enfin, c'est bien, mais quand il y a quelqu'un qui veut faire la guerre, il faut quand même avoir une armée pour se défendre. Et c'est le propos. Là, on est en train d'avoir une sorte de shot de réalité que c'est ce qu'on a parfois appelé, à partir des années 90, les dividendes de la paix. C'est l'idée qu'il n'y avait plus l'URSS, il n'y avait plus la guerre froide, donc vous pouvez rogner sur les budgets militaires, les investir ailleurs, parce qu'il n'y avait plus de menace directe. Bon, là, et c'est le rôle de l'État, hein. Le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens. Fondamentalement, une des premières missions régaliennes, c'est y compris la défense armée du territoire. Donc voilà, là, clairement, et on pouvait le faire avec enfin, avec moins de moyens à une époque. Enfin, je veux dire, on était dans un format expéditionnaire, on essayait de faire beaucoup avec peu. Voilà. Là, s'il faut défendre le territoire français, c'est bête, mais il faut des gros équipements, il faut des chars, il Hmm. faut des avions, il faut des bateaux, il faut des trucs qui coûtent cher, et il en faut beaucoup, et il faut s'assurer qu'ils marchent. Et il faut il faut arrêter cette espèce de, enfin, peut-être, cette espèce de truc qui a été de toujours reporter les dépenses militaires, de penser, on a un peu arrêté depuis 2015, hein, mais avant, on avait quand même une bonne dizaine d'années où les dépenses militaires étaient toujours la variable d'ajustement de tous les budgets français. Okay, c'était le grand sport de Sarkozy, ça a été le grand sport de De Hollande François aussi Hollande. au tout début. Voilà, c'est juste, faut bien réfléchir à ce qu'on fait quand on fait ça, parce que voilà, on voit ce que c'est avoir une armée qui est pas capable de défendre un pays, comme l'armée ukrainienne. Là, l'armée ukrainienne s'est beaucoup modernisée, mais enfin bon, c'est quand même une armée qui est pas capable de défendre son territoire techniquement face à Hmm. un voisin certes très fort, mais quand même, c'est pas très agréable d'être ukrainien en ce moment et d'avoir une armée qui se fait dépasser. Et en même temps, 800 milliards de budget militaire aux États-Unis, la puissance américaine n'a pas pu empêcher les talibans de revenir au pouvoir à Kaboul. Le Sahel n'a jamais été pacifié malgré l'intervention française. On pourrait se dire que finalement, on peut avoir les plus gros budgets militaires du monde. C'est pas là c'est pas sur ça qu'on peut compter. Enfin, c'est un peu les leçons qu'on peut retenir de ces quand même dernières années. Bah,
Ça dépend pourquoi. C'est pas sur ça qu'on peut compter pour résoudre tous les problèmes du monde. Ça paraît assez clair qu'on ne peut pas intervenir dans des pays et résoudre des problèmes politiques assez profonds. Ça, c'est clair. Après, oui, enfin, en même temps, le territoire américain, il est assez safe. Pareil, les territoires français, anglais, etc. Enfin, les grandes puissances militaires du monde ont un espace vital, des intérêts vitaux qui sont quand même assez sanctuarisés. Ensuite, ça dépend de comment vous pensez et de ce que vous pensez qu'est le rôle d'un pays dans le monde. Est-ce que vous pensez que votre rôle, c'est de résoudre les problèmes, par exemple, au Sahel? Si, enfin, je veux dire, c'est intéressant. Et est-ce que vous pensez que la France est le bon pays, par exemple, pour résoudre les problèmes au Sahel en sachant qu'elle a colonisé la région? Si vous pensez que c'est votre destin d'essayer de résoudre mais les tragédies, hein, c'est pas, je veux dire, la France quand elle intervient au Sahel, c'est pas un truc sordide, hein, c'est pour résoudre des vraies violences, quoi. Si vous pensez que c'est votre destin de pays occidental éclairé qui a plus de moyens de résoudre ça, bah vous y allez. Mais si vous pensez que vous n'avez pas forcément les moyens et que c'est pas forcément votre problème à vous, bah vous essayez de vous recentrer peut-être un peu plus sur vos intérêts vitaux. Ça devrait plaider justement pour une réduction des dépenses budgétaires de l'armée et de la défense. Si on décide de ne plus intervenir partout dans le monde, après. Bah, ça dépend. Si oui, sauf si vous décidez de protéger votre territoire face à un ennemi face à des menaces qui se multiplient. Là, c'est super de diminuer les dépenses militaires jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui les augmente. Là, il faut répondre parce que vous vous retrouvez en affaiblissement relatif. Ça a du sens de parler de paix en ce moment, ou est-ce que on vit dans un monde des bisounours? Emmanuel Macron, dans sa dernière allocution, a parlé de puissance de la paix. Jean-Luc Mélenchon, hier, veut être le candidat et le président de la paix. C'est une terminologie qui est nécessaire, utile, ou est-ce que c'est un peu le monde des bisounours de dire qu'on veut la paix en période de guerre? Non, c'est bien de le dire. Enfin, je veux dire, ouais, enfin, ça mange pas de pain. Mais quand on voit le peuple ukrainien se faire massacrer et on revient sur la question de l'hypocrisie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va aider les Ukrainiens et les Ukrainiens se font massacrer et en même temps on n'a pas de puissance autre que celle de la voix et du discours politique d'en appeler à la paix sans qu'on intervienne véritablement. Ouais, enfin, voilà, si vous pas parabellum, quoi. Enfin, je suis désolé, enfin, ça fait un peu demi-habile de placer le truc comme ça, mais ouais, enfin, le meilleur moyen d'avoir la paix, c'est quand même de dissuader les autres de faire la guerre. Et de fait, par exemple, qu'est-ce qui assure la paix de la Pologne, de la Roumanie, des États baltes, etc. C'est l'investissement militaire de l'OTAN. Okay, c'est le fait que l'OTAN investit beaucoup dans ses outils militaires, de plus en plus, probablement, avec l'Allemagne qui va augmenter ses investissements. Et c'est ça qui va garantir que la paix reste sur le territoire polonais, balte, ce que vous voulez. C'est le fait qu'il soit capable de se défendre. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui veut faire la guerre, je veux dire, ce serait mieux que tout le monde soit pacifiste. Je préférerais que Vladimir Poutine soit quelqu'un qui pense que la paix est l'horizon indépassable de son pays. Mais c'est là où on touche à un point que vous connaissez sans doute par cœur, qui sont les stratégies militaires. On peut se dire aussi que si Vladimir Poutine atteint ses objectifs de maîtriser, de contrôler l'Ukraine par quelque moyen que ce soit, peut-être demain ce sera la Pologne, peut-être demain ce seront les pays baltes, et qu'il aura gagné la partie en gagnant celle de l'Ukraine, et que viendra l'étape d'après. Oui, alors clairement c'est un peu ce qui s'est passé depuis 2014. Enfin, c'est-à-dire, il a fait son truc en 2014. Il y a eu des sanctions insuffisantes, manifestement, et c'est un peu le syndrome du joueur, quoi. Il gagne, donc il continue à miser toujours. Là, franchement, ça paraît pas bien engagé pour une victoire. Enfin, je veux dire, le truc va saigner à blanc. L'armée russe, la Russie, la Biélorussie, leur économie, leur population, et les Russes, ils savent aussi, parce que c'est une période de crise économique, et tout ce qui découle après en termes de services publics, etc. Donc, faut voir, là, oui, enfin, s'ils capturent Kiev, le jour où ils capturent Kiev, ils vont se sentir hyper forts, quoi. Après, l'État suivant, la manière dont ils vont réussir à capitaliser sur cette situation, dont ils vont réussir soit à occuper l'Ukraine, mais ça c'est délirant par rapport aux moyens de l'armée russe, parce que les Russes, ils n'ont pas que ça à faire, hein, ils ont d'autres menaces ailleurs.
soit installer un régime un peu fantoche, etc. Mais de toute façon, c'est avec des moyens russes que ça se ferait. Donc, et faire face à une guérilla dans un pays qui, encore une fois, veut probablement pas d'eux, hein, on voit pas pourquoi ça changerait dans les temps qui viennent. Ça va vraiment. Déjà, l'armée russe est un peu saignée à blanc. Hein. Là, ils ont tapé très très fort dans leur stock et ils vont avoir du mal à les reconstituer vu les sanctions qu'ils vont se prendre. Donc, faut voir. Vu ce que ça va leur coûter, je suis pas certain que dans un futur proche ou moyen, ils soient vraiment très prêts à faire le pas d'après. Mais on verra. Hein. Donc de ce que j'entrevois ou de ce que je comprends en tout cas de notre entretien, c'est que la stratégie de Poutine, elle est moins peut-être d'envahir l'Ukraine, de contrôler l'intégralité de l'Ukraine, mais de viser cet objectif-là pour peut-être à minima maîtriser le Donbass, maîtriser certaines régions stratégiques de l'Ukraine. Et c'est un peu ce qu'on disait au début. On sait pas, on peut pas dire si Poutine a gagné la guerre ou pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il voulait. Si ce qu'il voulait, c'était s'assurer que l'Ukraine ne tombe jamais dans l'OTAN, ne devienne jamais vraiment un pays du bloc occidental. Ah là, c'est assez bien réussi. Hein. À un prix humanitaire, diplomatique, économique pour la Russie et pour l'Ukraine gigantesque, mais probablement qu'on est parti pour une Ukraine en crise perpétuelle pendant des années et qui basculera pas du côté américain. Si l'objectif de Poutine, c'était de montrer, dans la foulée de l'évacuation de Kaboul, de la fuite d'Afghanistan des Américains, que les Américains sont une puissance qui ne peut plus faire ce qu'elle veut à l'échelle mondiale, c'est assez réussi aussi. Clairement, les États-Unis n'ont pas pu empêcher une invasion en Europe, ce qui pourtant est un peu un endroit qu'ils sont censés contrôler vaguement, quoi. Enfin, en tout cas, qui est censé être dans leur influence. Voilà. Ensuite, ce que ça va lui coûter, et la capacité que lui et surtout que la Russie va avoir à en payer le prix, ça c'est une autre affaire. J'ai une dernière question, Alexandre Jublin. Dans l'un de vos derniers podcasts, vous revenez sur la guerre au Yémen, une guerre sans fin, dites-vous. Comment comprendre la hiérarchie entre les différents conflits? Pourquoi est-ce qu'on se sent plus du côté des Ukrainiens aujourd'hui que du côté des Yéménites? Parce que nos intérêts sont directement menacés? C'est ça qui se joue? Ou est-ce que cette guerre russo-ukrainienne serait le reflet finalement de nos égoïsmes? Ouais, je pense qu'on ne connaît pas le Yémen, c'est compliqué. C'est un conflit compliqué à suivre, c'est dans le désert. Bon, j'ai l'impression qu'on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on suit des guerres dans le désert et qu'elles se mélangent un peu toutes. Plus fondamentalement, la guerre au Yémen est une guerre qui fait beaucoup plus de morts, mais pas pareil. C'est parce que c'est un désastre humanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des combats extrêmement... Le truc avec cette guerre ukrainienne, c'est qu'elle a un pouvoir de fascination. Ça fait 8 ans qu'elle dure, cette guerre Non, enfin la guerre là, qui est en train de se lancer. C'est fou les images qu'on voit d'Ukraine. On en parlait un peu juste avant, mais c'est des images de jeux vidéo quoi, que vous voyez, des images de films, donc, et qui sont assez bien documentées. Et ces images qu'on ne pensait pas voir. Je ne pensais pas voir un jour un Su-34 tomber comme ça, abattu par une défense anti-aérienne, et tomber dans une ville avec des pilotes qui s'éjectent. C'est un truc de fou ce qui se passe. Donc il y a un vrai pouvoir de fascination. Il n'y a pas du tout autant d'images sur la guerre au Yémen, qui est une guerre beaucoup moins spectaculaire, beaucoup plus lointaine, beaucoup plus complexe à comprendre, parce qu'il n'y a pas vraiment de bons et de gentils au Yémen. Enfin, on peut dire que les Saoudiens sont en train de faire une intervention militaire horrible, ce qui est vrai. En même temps, il ne faut pas regarder de trop près les Houthis, parce que c'est pas, parce que disons, le système qu'ils sont en train de mettre en place dans le nord-ouest du Yémen, c'est pas franchement le genre de système politique dont on rêve. Donc c'est une guerre un peu plus compliquée, quoi, qui a un truc de guerre civile avec des proxys qui sont à côté, etc. Là, c'est une guerre ouverte de haute intensité, hyper spectaculaire, aux portes de l'Europe, qui fait beaucoup de morts très rapidement. On verra comment ça va se passer sur le long terme, mais qui fait, à l'échelle de 10 jours, ça fait beaucoup de morts. Voilà, il y a un pouvoir de fascination qui est évident. Ensuite, on peut dire que aussi, avant ces 15 derniers jours, on l'avait un peu oublié, ce conflit en Ukraine qui pourtant continuait d'exister. Donc si ça se refroidit, si ça se stagne un peu, il faut voir à quelle vitesse on l'oubliera ou pas. Merci beaucoup Alexandre Jublin. Merci.